Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview What a Job. Qu'est-ce que What a Job? C'est un groupe de jeunes diplômés français à l'étranger qui vise à accompagner les étudiants dans leur recherche de stage, VIE ou même premier job dans le pays de leur rêve. Je m'appelle Antoine Parent, j'ai 24 ans et je suis en mission de VIE à Madrid pour le grand groupe Thales. Aujourd'hui, je rencontre Maxime, lui-même en VIE à Madrid, et il me raconte comment sa mission a été chamboulée au dernier moment. Mais je ne vous en dis pas plus, on se retrouve dans l'interview. Bonjour Maxime, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans mon appartement du coup à Madrid. Comment vas-tu déjà pour commencer? Écoute, très bien, merci de m'avoir invité. Ouais, écoute, avec plaisir, je pense qu'on a plein de choses à apprendre de toi aujourd'hui et ceux qui nous regardent vont apprécier j'imagine. Donc déjà, je vais commencer par une première question. Combien ça fait de mois que tu es à Madrid? De temps Ça fait très exactement 12 mois. 12 mois, ok, donc un an complet. Un an complet parce que à l'origine j'avais signé en VIE, mais dans un pays complètement différent parce qu'il s'agissait du Qatar pour mon entreprise. Et en fait au bout de 6 mois, crise du Covid oblige, l'entreprise m'a réaiguillé vers Madrid. Et donc du coup, je ne devais pas du tout arriver ici, mais ça fait 12 mois que je suis ici. Ouais. Ok, d'accord. Okay, justement, ça a fait une bonne transition pour la deuxième question que je voulais te poser. C'est justement avant Madrid, je voulais comprendre un petit peu qui était ce Maxime finalement. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé? Alors, moi j'ai un parcours assez classique de lycéen, filière générale. Donc j'avais fait une filière ES. Je crois que les terminologies ont légèrement changé récemment. Donc, je viens d'un lycée de Normandie, j'ai passé le concours d'entrée à Sciences Po Paris. J'ai intégré un programme dédié à l'Asie. Donc en fait, je suis resté 2 ans à Sciences Po, donc sur un des campus de Sciences Po Paris. Et ensuite, je suis parti 2 ans en Chine, à Hong Kong. Donc ça a permis de nourrir en fait l'expérience Focus Asie à Sciences Po. Et voilà, et j'ai enchaîné après sur HEC Paris en master, où j'ai plus étudié les questions de business et les affaires publiques, encore une fois à Sciences Po. Et donc en fait, au cours de la crise Covid, s'est posé la question, effectivement, un vrai appétit pour l'international. Et le vrai sujet qui était le mien, c'était comment je peux rendre concrète cette idée en allant quand même dans des terrains connus, c'est-à-dire que je visais quand même malgré tout une entreprise française, mais la région m'importait peu. J'avais vraiment cette soif d'aller à l'étranger et le Moyen-Orient, l'opportunité au Moyen-Orient s'était présentée. Et voilà comment je suis arrivé jusqu'à Madrid. Ok, d'accord. Ouais. Donc, mais d'abord, passons, moi je trouve ça super incroyable, quand même 2 ans à Hong Kong. Ouais, effectivement, 2 ans, dont une année complète sans revenir en France. Du coup, c'était l'année Covid, j'imagine. Non, c'était 2016-2018. Donc on est bien avant la crise Covid et bien avant les tensions qu'il y a pu avoir récemment sur le territoire. Et c'était 2 années absolument magiques. Donc j'étais pas étudiant en échange sur place, j'étais vraiment étudiant à temps plein. J'étais avec les locaux et évidemment des étudiants de toute l'Asie. Ce qu'il faut savoir, c'est l'université de Hong Kong. C'est une université extrêmement internationale. Je crois qu'il y a 85% d'étudiants étrangers. Et donc j'avais des cours de sciences politiques, plus précisément. Et 2 ans à Hong Kong, c'était... Mais du coup, sciences politiques locales ou internationales? Alors effectivement, sciences politiques plutôt régionales. J'avais un focus très Chine. Et en fait, je voulais continuer à construire ce que j'avais commencé à Sciences Po et enchaîner avec des études plus poussées sur la Chine et sur son influence dans le monde. On sait que la Chine prend une part de plus en plus importante dans notre économie. Et donc mon souhait, c'était d'aller aussi confronter mes points de vue d'Européens avec des professeurs asiatiques. J'ai eu des professeurs pas seulement chinois et de Hong Kong, j'imagine. Des professeurs du Japon, de Corée du Sud, des Américains aussi. Et c'était absolument génial comme expérience. J'imagine. Et donc après ça, tu es revenu donc plutôt en France, continue un peu tes études, et à la fin de tes études, tu as cherché un VIE, ou en tout cas tu as trouvé une opportunité de VIE au Qatar,
qui s'est finalement transformé à Madrid. Exactement ça. Je recherchais un VIE davantage orienté business, dans le sens où la configuration de mon programme à HEC me donnait l'impression que je devais confronter les connaissances que j'avais acquises au terrain. Et j'avais trouvé un poste de business development donc, dans une société qui s'appelle Atos. Atos qui est une société de services informatiques. Et c'est comme ça que je suis arrivé en VIE là-bas. Ok. Et donc du coup, t'as trouvé comment ton VIE via ton école à la base ou une initiative personnelle? Non, l'école. L'école avait organisé un format qui était super intéressant à l'époque. Donc c'était encore une fois la crise Covid, donc impossibilité d'avoir les forums carrières qui sont ultra prisés et ultra demandés. Donc en fait tout s'est digitalisé. Et Atos avait investi dans un événement en partenariat avec HEC Paris qui visait en fait à faire une sorte de speed dating. Donc si tu veux, on ne savait pas exactement à quelle offre on postulait, mais on avait 10 minutes d'entretien avec plusieurs managers, dont certains basés en France, d'autres à l'international. Et il se trouve que pour l'un d'entre eux, ça a super bien fonctionné. Et après quelques rounds d'entretien plus privés, on m'a fait l'offre. Mais à l'origine, c'est l'école et l'entreprise qui se sont alliés pour proposer cet événement. Ok, ça marche. C'est vrai que ça marche souvent comme ça, mais c'est vrai que c'est assez rassurant aussi d'être dans ce schéma-là, j'imagine. Ok, très bien. Et donc 12 mois à Madrid, chez Atos. Et tu es arrivé donc à Madrid, c'était période, s'il y a un an, donc à peu près cette période-là, donc la période estivale finalement. Mais t'es arrivé quoi, début juillet? Alors je suis arrivé juin. Donc ça fait un peu plus de 12 mois en fait. 12 mois, je suis arrivé le 1er juin et effectivement il faut comprendre un peu l'état psychologique qui était le mien à cette époque-là, c'est-à-dire que je m'étais projeté dans une forme d'expérience complètement différente, dans un pays que je ne connaissais pas, avec une langue que je ne connaissais pas. Et en fait, en l'espace de 10 jours, on m'a dit tu pars en Espagne à Madrid. Et moi, le seul lien que j'avais à Madrid, j'avais fait une visite, si tu veux, ici quand j'avais une dizaine d'années. J'avais étudié l'espagnol au lycée, mais je ne l'avais pas parlé depuis 7 ans. Et donc, du jour au lendemain, je me retrouve dans une ville que je ne connais pas, à ne plus maîtriser la langue que je maîtrisais avant. Donc effectivement, les premiers mois ont été très. Je dirais qu'il y a une forme de mise en route. Et plus importante que ce que je pensais. Parce que je m'étais fait à l'idée que l'Europe fait qu'en soi, on parle, on est tous du monde latin, on a un peu les mêmes codes. Il s'avère que lorsqu'on débarque dans une ville qu'on ne connaît pas grand monde, ça peut parfois être un peu challengeant. J'ai retrouvé un peu ce que j'avais au départ lors de mon expérience à Hong Kong, si tu veux. Ok, c'est ce côté un peu déstabilisant et finalement dépaysage. Mais c'était juste le fait de revenir à la situation actuelle, de se dire de rentrer là-dedans. Et justement, cette période du mois de juin, c'est arrivé, tu as dû forcément trouver un logement rapidement, j'imagine, en plus du coup d'autant plus rapidement, en 10 jours. Comment tu as trouvé ton logement? Alors mon entreprise pour ça était assez conciliante, puisque étant donné la configuration du Qatar, enfin, le fait que le Qatar s'était pas fait et l'Espagne qui était tombée assez rapidement, on m'a logé pendant un mois, donc si tu veux en Airbnb. Et ensuite je pense qu'en l'espace d'une semaine j'ai trouvé mon logement. J'avais pas l'idée de me mettre à chercher pendant 2-3 mois, puisqu'effectivement c'était compliqué pour moi de se projeter sur le long terme à Madrid, sachant que tout avait basculé en l'espace de, comme je te dis, de 1 ou 2 semaines pour venir là-bas. Donc si tu veux, je m'étais dit, je trouve un logement très rapidement et comme ça, je suis sur les rails et on voit où ça nous mène. Ok, c'est très bien. Donc du coup, tu as trouvé plutôt facilement. Et c'était quoi? Tu visais plutôt un appartement seul, en colocation? Parce que je sais qu'à Madrid ici, ça se fait beaucoup. Je suis moi-même en colocation, du coup, c'est assez facile de trouver des colocations, souvent plus simple d'ailleurs. Comment tu as estimé la difficulté? Moi, ma démarche a plutôt été de chercher un logement individuel. Et ça répond à une chose particulière, c'est que déjà, on était dans un contexte post-pandémie, donc du coup la vie en colocation a toujours fait partie de mon parcours universitaire. C'est-à-dire que pendant 6 ans j'ai vécu qu'en colocation, donc c'est pas du tout le principe de la colocation qui me posait un souci, pas du tout.
Mais il y avait à la fois ce contexte sanitaire qu'on ne savait pas trop comment ça allait se terminer, etc. Et aussi le fait qu'à un moment où tu bascules dans la vie professionnelle, tu as aussi besoin de plus d'indépendance. Voilà, tu as besoin de ton espace, tu as besoin de te dire que lorsque tu quittes le travail, tu reviens dans une bulle et qui t'appartient complètement. Donc ça, c'était juste un choix de confort personnel, mais je sais qu'il y a beaucoup d'études et de jeunes professionnels qui trouvent des colocs. Et puis c'est quand même très, très commodisé en effet, quoi. Mais ok. Et puis alors, j'ai su après que tu avais changé de logement du coup entre temps. Déjà pour quelle raison tu voulais plus grand Alors encore une fois, même logique, c'est que je savais pas combien de temps j'allais rester. Parce que si tu veux, l'opportunité au Moyen-Orient pouvait revenir. Et à un moment, il a même été question que je sois transféré en Asie. Donc c'était complètement, je savais absolument pas combien de temps j'allais rester. Donc la logique voulait que je signe un contrat, un bail de court terme. Donc j'avais signé 6 mois. Et à la fin de ce bail, voyant que Madrid fonctionnait bien et que j'avais plutôt envie de rester, j'ai renouvelé un autre bail. Et voilà pourquoi j'étais amené à changer. Et parce que, oui, c'est ça, à la base, ton VIE, parce qu'on rappelle un petit peu pour ceux qui nous écoutent, mais le VIE, c'est 2 ans maximum. Certains, comme moi par exemple, j'ai signé que pour 1 an. D'autres vont plutôt signer pour 18, voire 2 ans d'un coup. Toi, tu as signé pour 18 mois. Au début, c'était 18 mois avec une très forte probabilité de prolonger 6 mois pour arriver aux 2 ans. Et la raison pour laquelle c'était le cas, c'était qu'au Moyen-Orient, il y avait des échéances assez importantes d'un point de vue événementiel. La Coupe du Monde en était une, en tout cas une opportunité business, et il fallait aussi pouvoir être présent à ce moment-là. Donc il aurait été sûrement plus logique que je termine en février 2023, mais voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Ok. Bon, du coup, donc 12 mois quasiment, plus 13 mois que 12 maintenant à Madrid. Comment tu estimes ta vie aujourd'hui? Comment tu trouves la vie à Madrid? Alors, moi, je trouve qu'il y a un confort de vie qui est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Et pour avoir pu comparer avec la vie à Paris, je dirais que le gros avantage ne se porte pas tellement sur les prix, le coût de la vie, mais porte plus sur la culture du fait de sortir. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est super en Espagne et à Madrid en particulier, c'est que lorsque on a un travail où il y a des horaires extrêmement extensibles, tu peux sortir à 7h, 8h, 9h du travail, tu auras toujours du monde dans les rues. Les rues sont toujours pleines, les restaurants sont pleins. Faut savoir que en Espagne, tu me confirmeras, mais les horaires de dîner sont plutôt autour de 21h30, voire 22h. Et ce qui fait qu'en fait, ta journée peut très bien, tu peux très bien enchaîner, pouvoir voir un groupe de potes après. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Complètement, je partage un petit peu en même temps, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que j'ai eu la même expérience. Tu sors du boulot, il est 7h30, t'es un peu satellisé de ta journée, t'as pas vu dehors et tout ça, tu rentres, tu fais wow. Beaucoup de monde dehors, toutes les boutiques, tu te dis attends, j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures, c'est encore ouvert, il n'y a pas de problème, ça ferme jusqu'à 9h, et en plus tu peux enchaîner derrière avec une soirée entre potes, au resto, aller boire des coups et tout ça, donc complètement, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, ça c'est vrai que c'est un point. Mais c'est aussi lié à la météo, je pense. Ouais, je pense. Il faut savoir que la plupart de l'année il fait très beau, voire trop beau, c'est-à-dire qu'en ce moment il fait très chaud, mais en règle générale les gens sortent très tard le soir pour se rafraîchir et du coup ça crée des ambiances super. C'est une ville aussi qui est ça fait partie de la qualité de vie, mais comparé à Paris, Madrid est une ville très piétonne. Donc si tu veux, c'est très facile d'aller à pied d'un endroit à un autre. C'est pas du tout le métro n'est pas du tout un moyen de locomotion obligatoire. Le centre-ville est assez concentré. Ouais, tout est très concentré, c'est vrai. Oui, complètement. Et puis en plus, même en dehors du métro, je veux dire, les voitures qui circulent surtout à Madrid, on voit que c'est surtout du transport privé, finalement, des taxis et des bus, plutôt que des voitures particulières. Très peu de gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont quand même des voitures, mais très peu dans le centre de Madrid. En fait, à Madrid, la mairie de Madrid a implémenté il y a une dizaine d'années un système de péage assez strict pour que seules les voitures non polluantes, en tout cas, je ne sais pas si c'est exactement la terminologie, mais je crois que c'est des voitures hybrides, puissent entrer dans le centre-ville.
Et en fait, tu te rends compte que lorsque tu habites dans le centre-ville, la voiture ne devient pas du tout quelque chose de nécessaire. Le réseau de transport à Madrid est exceptionnel. Le métro est vraiment hyper ponctuel, super propre. Ça fait aussi partie de la qualité de vie. Donc je te dirais, sur tous ces aspects, Madrid effectivement est un super lieu. Après, sur la question du coût de la vie, moi j'ai tendance un petit peu à freiner je dirais qu'il y a un préjugé sur Madrid qui ferait dire que c'est beaucoup moins cher que Paris. C'est effectivement moins cher que Paris sur certaines choses, notamment peut-être les restaurants sont peut-être un peu moins chers, mais sinon sur les loyers, tu vois qu'avec surtout les problèmes en ce moment qu'on connaît d'inflation, la qualité de vie à Madrid fait que les loyers explosent. Et donc si tu veux, on commence petit à petit à rattraper les standards de vie parisienne. Ah oui, complètement. On est quand même sur une grande capitale européenne, mine de rien, même si la vie se fait plus confortable, plus bonne de façon générale, les loyers deviennent compétitifs. Complètement, ok, ça marche. Et justement, ça permet on va rentrer dans une question un peu plus côté salaire finalement du VIE. On a donc un salaire VIE qui est finalement commun, on va avoir à peu près le même. Ça dépend un peu des entreprises, des aides de l'entreprise à côté aussi. Mais comment on vit avec un salaire de VIE à Madrid? Alors, le problème donc c'est une indemnité. C'est une indemnité, donc on ne paye pas de taxes dessus. C'est en contrepartie d'un service qu'on rend sous forme de volontariat. C'est ça. Et ce qui fait que si tu veux, l'indemnité aujourd'hui, elle est considérée à l'échelon national. Donc en fait, Business France, qui est l'organisme de l'État qui gère les VIE, a une liste de pays et une indemnité forfaitaire mensuelle qui change, je crois, tous les 6 mois. Mais c'est la même pour tous les pays. Donc en fait, le problème de l'indemnité Espagne, c'est que si tu veux, elle est assez faible par rapport à d'autres pays parce qu'on juge que la distance avec la France n'est pas très grande pour pouvoir, au Qatar, je pense qu'on parlait du double de ce qu'on aurait pu toucher en Espagne. La problématique, c'est que le coût de la vie à Madrid et le coût de la vie dans une autre ville de province en Espagne n'est pas du tout le même pour le coup. Là, les questions de loyer ne se posent pas. Et ce qui fait que pour moi, il y a un vrai besoin de devoir en fait ajuster en fonction des localisations. Par exemple, Barcelone et Madrid sont hors compétition. Tu fais un VIE à Valence ou à Séville, c'est plus la même histoire. Et pourtant, on est censé toucher exactement la même chose. Après, effectivement, avec ton entreprise, tu as possibilité de négocier une indemnité logement qui n'est pas du tout obligatoire, mais ça, c'est à la discrétion de l'entreprise. Et tu dois calculer le montant avec eux. Mais je sais qu'on ne touche pas exactement les mêmes montants. Ça change un petit peu sur les entreprises, mais complètement. C'est vrai que ça, c'est des questions qui sont importantes à considérer aussi quand on arrive en VIE. C'est toujours important de voir un peu le pays, comment ça se situe. L'Europe est assez... c'est à peu près pareil sur toute l'Europe. Je sais que j'ai des amis qui sont à Prague en VIE aussi, on a à peu près les mêmes indemnités. Alors que j'ai un ami qui est à Singapour et on ne parle pas du tout des mêmes montants. Encore une fois, c'est adapté aussi au niveau de vie et les loyers, c'est pas du tout les mêmes là-bas non plus. Et je pense qu'il y a peut-être un conseil à donner, je pense que tu confirmeras. Business France en fait a une liste de pays dans lesquels l'entreprise est obligée de payer l'intégralité du loyer. Et d'autres où c'est pas le cas. Donc la plupart des pays d'Europe, ça n'est pas le cas. Et donc, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, il faut tout de suite négocier au moment de la signature du VIE ou en tout cas quand le contrat est en face de vous, il faut toujours essayer d'aller demander si une indemnité logement est prévue. Beaucoup d'entreprises le font, ce n'est pas du tout une minorité, en tout cas je ne pense pas. Et c'est très important de négocier en amont. Sur ce sujet. Et donc tu penses que c'est ça la marge de négo sur un contrat VIE finalement, c'est cette partie aide à l'entreprise, aide de l'entreprise. Aide de l'entreprise sur logement et c'est un vrai gain de pouvoir d'achat parce que aujourd'hui l'indemnité à Madrid doit se situer autour de 1 800 €, 1750 ou 1800. Mais il est vrai que si l'entreprise paye en plus une indemnité pour
voilà, pour payer une partie du loyer, c'est un vrai gain de pouvoir d'achat, et tout en n'oubliant pas que les horaires prévus en entreprise sont assez importants. Alors effectivement, on reste dans la législation en termes de volume horaire, mais ce qui nous est demandé, généralement, on est une main-d'œuvre qui est diplômée. Ce qui nous est demandé demande pas mal, beaucoup d'efforts, et c'est normal aussi que les entreprises, pour attirer les meilleurs talents, puissent fournir ce genre de services de pouvoir d'achat. Récompenser en fait vraiment les talents, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, donc du coup on a beaucoup parlé de ton poste, donc là tu es en VIE, si je comprends bien c'est bientôt la fin du VIE. Du coup c'est quoi la suite pour toi? Alors, la suite pour moi, faut savoir qu'au départ, lorsque j'ai signé en VIE, je n'ambitionnais absolument pas de choisir une entreprise en particulier. Je choisissais d'abord, c'était ma priorité, je voulais une expérience à l'international. Je me suis retrouvé chez Atos, donc une entreprise, une multinationale des services informatiques, 110 000 salariés, 70 pays, 11 milliards de chiffre d'affaires par an, donc dans une énorme machine. Et au départ, ça peut faire un peu peur, dans le sens où on peut être aussi écrasé par par des dizaines et des dizaines de process avant de lancer des projets. Et au final, je me suis retrouvé dans une équipe très particulière au sein d'Atos, auprès d'un dirigeant de l'entreprise, qui m'a laissé une vraie liberté. Et c'est pour cette culture de l'entrepreneuriat et le fait qu'on m'a laissé une grande liberté dans la gestion des projets que je peux avoir à gérer, que je vais rester dans la même équipe et en CDI. Donc voilà, plus un choix vis-à-vis de l'équipe et des missions quotidiennes que le choix de l'entreprise, qui par ailleurs me plaît beaucoup, mais voilà, c'était plus un coup de cœur vis-à-vis d'une équipe et d'une ambiance, et j'ai voulu continuer ça au-delà avec un CDI. Et donc un CDI ici en local? Un CDI ici en local, effectivement. Super, félicitations du coup. Merci. Et puis là, je vois l'heure qui tourne, on arrive sur des moments un petit peu plutôt de conclusion, voir un petit peu, prendre un peu de recul sur cette expérience finalement qui fait finalement que commencer pour toi. Mais cette expérience de VIE, si tu devais partager quelque chose de fort à ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur ton expérience à Madrid, ce serait quoi? Sur mon expérience à Madrid, moi je dirais hésitez surtout pas à voyager pendant le week-end. Vraiment, l'Espagne c'est un pays hyper riche culturellement. Encore une fois, je n'avais pas du tout prévu de venir ici, mais ça m'a permis de découvrir des dizaines de villes. Moi, je suis tombé amoureux du Pays Basque que je connaissais pas du tout. Et le réseau ferré espagnol est très très bien organisé. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est ne restez pas qu'à Madrid. Madrid, c'est une ville très très riche culturellement. Vous avez plein de musées, plein d'événements, plein de concerts, mais prenez le train et voyagez dans toute l'Espagne. C'est un pays qui est absolument fascinant. Donc voilà. En effet, Madrid est une position très centrale en plus, donc c'est vrai que les distances sont un peu grandes parfois. Je sais que j'ai une voiture ici et c'est compliqué des fois de se dire faire 6 heures de route, mais avec le train en effet c'est très central, super bien desservi. On arrive une distance Madrid-Barcelone pour une grande ville, c'est quoi, c'est 3 heures je crois, ou même 2h30. Donc le Pays Basque, j'imagine, c'est quoi, 3 heures? Non, alors le Pays Basque, malheureusement, c'est pas super bien desservi. Pour le train, par le train San Sebastián, c'est très très loin. Il faut plutôt prendre un covoiturage. Mais ça se fait très facilement. Mais comme tu l'as dit, Madrid, c'est le kilomètre zéro de l'Espagne. Que tu ailles au sud, au nord ou à l'ouest ou à l'est, tu auras à peu près les mêmes distances. Ok, super. Très très bon conseil. Une dernière question là-dessus, est-ce que tu recommanderais Madrid à des jeunes qui vont chercher un stage, un premier job? Est-ce que c'est une ville que tu recommanderais? Bien sûr, c'est une ville que je recommanderais volontiers. Premièrement, d'un point de vue purement professionnel, alors c'est pas mon cas parce que je suis pas un hispanophone parfait, mais Madrid malgré tout est un pôle économique hispanophone majeur dans le monde, c'est-à-dire que beaucoup de sièges de sociétés sont à Madrid, mais ces sociétés ont beaucoup d'activités sur toute l'Amérique du Sud. Donc Madrid, c'est aussi une ouverture vers tous ces pays-là. Si vous souhaitez considérer Madrid comme une première étape, ça peut être une idée.
Mais oui, effectivement, je considère Madrid comme une ville hyper riche, où vous rencontrez beaucoup de gens très différents, parcours très différents. Vous êtes constamment surpris parce que vous voyez au coin d'une rue un concert improvisé, on l'a dit, mais des magasins ouverts jusqu'à très tard, des restaurants incroyables. Donc vraiment, aucun doute là-dessus. Allez à Madrid, quoi. Ok, ça marche. Excellent. Écoute, on va terminer par une question plutôt générale. Du coup, on va reprendre du recul un peu sur tout ce qu'on s'est dit et généraliser finalement un conseil que tu vas pouvoir donner. Alors, on s'adresse beaucoup à des jeunes en école qui vont, comme je t'ai déjà dit, chercher des stages, des premiers jobs, des VIE, un peu dans notre cas finalement, que ce soit pendant ou après les études. Quel serait le conseil général que tu pourrais donner, toi, si tu prends du recul sur ton parcours, sur ton expérience déjà à Madrid, quel serait le conseil que tu pourrais donner? Vaste question. Moi, je dirais, alors ça va être un petit peu bateau, mais faites confiance à votre intuition et ne considérez pas que votre plan A est toujours le plan qu'il faut absolument choisir. Parfois, les événements et les éléments autour de vous choisissent pour vous, et c'est pas plus mal. Je vois par exemple l'expérience que j'aurais pu avoir au Moyen-Orient m'aurait apporté des choses extrêmement différentes. Les 3 mois que j'avais passé chez moi avec ma valise prêt à partir, etc., et à me projeter là-bas, et le fait que je dois remettre en question tous mes plans, j'aurais très bien pu partir du principe que non, je reste fixé sur le Moyen-Orient et merci, au revoir, je vais pas continuer. Il s'avère que on m'a offert l'opportunité d'aller à Madrid, je l'ai saisi. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui m'aurait fait plus choisir Madrid qu'autre chose. Je pense que vraiment, c'est ce qu'il faut retenir. Laissez-vous porter aussi par votre intuition et si vous sentez que c'est la bonne chose pour vous, foncez, quoi. Ok, excellent, très très bon conseil. Je pense que c'est fort à retenir. Donc merci beaucoup pour ça. On arrive quasiment à la fin finalement du temps qui nous est accordé entre guillemets. Et là du coup je voulais complètement sortir de l'aspect interview. On est le 24 juillet, date forte pour la France et pour le sport automobile. C'était le GP français aujourd'hui, le Grand Prix de France au circuit Paul Ricard, le fameux. Effectivement. Alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, on est 2 grands fans de F1 et je pense que comme tout grand fan de F1, on peut souffrir de voir Ferrari mener une course et effectivement voir Leclerc partir à la faute dans un virage où il est tout seul. C'est malheureux. Je pense que ce Grand Prix là n'a pas été le plus intéressant en termes d'action. Par contre, je pense que c'est un vrai tournant dans la saison. Je pense que Verstappen va clairement prendre le... Là, je pense qu'il est sur le bon tremplin. Il doit avoir 65 points d'avance. Et Ferrari qui est en train de se faire aussi bousculer par Mercedes qui revient. Je pense que ça va être extrêmement dur pour Leclerc, mais bon, on ne sait jamais en Formule 1. Jusqu'au dernier tour, au dernier virage, ça peut passer. Bon, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, je pense que ça conclut bien notre interview finalement. Donc, merci beaucoup Maxime. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Merci. Ça y est, c'est la fin de cette émission et je vous remercie de l'avoir écouté. Je remercie également Maxime qui a été fort en conseil et qui, je l'espère, aura répondu à toutes vos questions concernant Madrid. Pour en savoir plus sur What a Job et ses missions, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview.